Avez-vous déjà quitté un endroit si discrètement, si doucement, que le monde n'a même pas bronché? C'était moi, Marion Lemoine, 28 ans, debout dans la lumière ambrée du crépuscule, devant la maison de mon enfance, une vieille maison à 2 étages, usée par le temps, au bout d'un lotissement tranquille dans la banlieue sud de Lyon. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Il n'y avait ni porte claquée, ni valise lancée dans le coffre d'une voiture en signe de rébellion. Juste moi, avec un sac de sport élimé sur l'épaule, le chant discret des grillons en fond, et le soleil qui s'éteignait derrière les toits craquelés. C'est ainsi que j'ai quitté tout ce que je croyais devoir être. Ce soir-là, le salon sentait les pâtes au beurre réchauffé et le produit ménager au citron. Maman était recroquevillée dans son fauteuil préféré, absorbée par un épisode de son émission de rénovation préférée. Papa, à la table de salle à manger, marmonnait sur un tableur d'assurance qu'il avait visiblement imprimé 3 fois de trop. Et mon frère Léo, 34 ans, mais toujours aussi immature, était affalé dans le canapé comme s'il en faisait partie, une manette en main, criant dans son casque sur un coéquipier invisible. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis passé dans le couloir. Personne ne m'a demandé pourquoi je ne portais pas ma tenue de travail. Aucune voix ne m'a appelé. Je suis sortie comme une bouffée de fumée. Cela faisait longtemps que ça couvait. Devant moi s'étendaient 6 mois de silence, mais la vraie rupture avait commencé bien avant que je ne fasse ce sac. Le nouvel appartement était minuscule, au 3e étage, sans ascenseur. Les murs étaient si fins que j'entendais le réveil de mon voisin sonner tous les matins à 6h30, et les canalisations grondaient d'un râle métallique dès que quelqu'un tirait la chasse à l'étage du dessous. Mais c'était à moi. Le tout premier endroit où je ne me sentais pas comme une présence de secours, destinée à apaiser les autres. Je me souviens très clairement de la nuit où j'ai emménagé. J'ai posé une tasse de tisane à la menthe sur une table basse ébréchée, me suis levée dans un vieux canapé trouvé sur le bon coin, et j'ai regardé mon téléphone clignoter sans relâche. Des SMS de maman. Des appels manqués de papa. Des messages vocaux de Léo, dont le contact s'appelait toujours, comme au lycée, grand frère, à éviter larmes de joie. Les mêmes 3 noms, encore et encore. Comme une horloge cassée bloquée sur « aide ». Je n'ai pas tendu la main. J'ai simplement appuyé ma paume contre mon front, tentant de dissiper le vertige mental, celui qui surgit lorsque le corps ralentit, enfin après des années de pilote automatique. Une petite voix en moi murmurait, et si c'était ça, la paix? J'étais censée être celle sur qui on pouvait compter. La solutionneuse. La fille qui ne disait jamais non. À 19 ans, je jonglais entre 3 petits boulots, tout en suivant des études à plein temps. À 21, j'avais décroché mon diplôme de finance à l'université Lyon 2 et reçu une offre d'un cabinet d'investissement réputé en centre-ville. Une bourse complète avait été mon sésame pour un avenir meilleur. Et pourtant, peu importe jusqu'où je montais, je ne quittais jamais vraiment cette maison. Les problèmes de mes parents me suivaient comme une ombre supplémentaire. Besoin de courses? Marion s'en occupe. Paiement de voiture en retard? Un petit message à Marion. Léo a encore besoin d'un redémarrage? Dis à Marion qu'il fait des efforts, et elle débloquera l'argent sans discuter. Ce n'est pas que je ne les aimais pas, je les aimais. Ou peut-être, plus honnêtement, j'aimais l'idée de famille. Celle où le sacrifice avait un sens. Où les efforts étaient salués, ne serait-ce que par un peu de reconnaissance. Mais je ne recevais rien de tout ça. Ni à l'époque. Ni jamais. Un soir, environ 1 mois avant mon déménagement, ma meilleure amie Claire, une infirmière au rire contagieux, m'a demandé: « Est-ce qu'ils savent seulement qui tu es, quand tu ne paies pas leurs factures ?» Je me suis figée. Nous étions sur son balcon, buvant du rosé bon marché dans des mugs dépareillés, et elle venait de m'offrir une couverture en polaire pour mon anniversaire. Le premier cadeau que j'avais reçu en 3 ans. Cette question m'a hantée. Le savent-ils? Ou bien étais-je devenue tellement engluée dans mon rôle de pilier, qu'ils avaient oublié que j'étais une personne, avec mes rêves, mes besoins, mes limites? Claire avait grandi dans une autre dynamique. Pas parfaite, mais équilibrée. Elle avait déjà dit non à son père quand il avait demandé de l'argent, et il l'avait remercié pour son honnêteté. J'étais restée sans voix. Dans ma famille, dire non, c'était trahir. Quand j'ai annoncé à maman que je voulais quitter la maison, elle n'a ni pleuré, ni paru triste, elle était déconcertée. Pourquoi? M'a-t-elle demandé, comme si je lui avais dit que je partais sur la lune. On a besoin de toi ici. Pas, tu vas nous manquer. Pas, on est fiers de toi. Juste, on a besoin de toi. Tout était dit. Cette dernière semaine avant mon départ, j'ai commencé à remarquer toutes ces choses que j'avais toujours ignorées. Comment papa ne me parlait que quand il avait besoin que je tape un document ou fasse un calcul. Comment maman racontait encore, à table, le prix de dessin de Léo en CM2, comme si c'était hier. Comment Léo, encore au chômage,
osait me demander si je pouvais améliorer le Wi-Fi pour sa créativité. La corde invisible qui me liait à cette maison, elle s'était effilochée. Et j'avais commencé à couper les fils, un à un, en silence. Le soir où je suis partie, j'ai senti que la ville respirait pour moi. Je me souviens de ma marche vers la voiture, le trottoir luisant de pluie, les lampadaires bourdonnant au-dessus de moi. L'air sentait les feuilles mouillées et le bitume chaud. Je me suis arrêtée, j'ai levé les yeux vers le ciel couvert et j'ai murmuré à personne en particulier. C'est fini. Pas en colère. Pas brisé. Juste, fini. Dites-nous d'où vous nous regardez, ça nous fait tellement plaisir de vous avoir ici. Si c'est votre première fois, laissez un petit like et abonnez-vous pour rejoindre notre belle communauté pleine de chaleur. L'appartement n'avait rien de luxueux, un lit, une place qui grinçait, quelques assiettes dépareillées chinées dans un vide-grenier, et une lampe de chevet qui bourdonnait doucement si je la laissais trop longtemps allumée. Mais ce qu'il manquait en confort, il le compensait largement par quelque chose d'inestimable, le silence. Je pouvais enfin entendre mes pensées. Et dans ces espaces calmes, lorsque je n'étais plus en train d'éteindre un incendie qui ne m'appartenait pas, les souvenirs sont revenus. Pas les grands, pas ceux qui remplissent les albums photos. Non. Des souvenirs subtils, insidieux, qui s'accrochent à vous et s'empilent jusqu'à vous étouffer sous le poids de milliers de petites concessions. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Pas pour m'acheter des jeans de marque ou aller au cinéma comme les autres filles. J'ai pris un job dans une boulangerie de quartier, la Douce Noisette, un petit endroit qui sentait la cannelle et passait en boucle Édith Piaf à la radio. Après le lycée, j'enfourchais mon vieux vélo rouillé, sac à dos ballottant, espérant ne pas arriver en retard. Et quand je rentrais le soir, fatiguée, collante de sucre glace, personne ne m'attendait pour savoir comment s'était passée ma journée. Il dormait déjà. Ou faisait semblant. Mais quand Léo avait besoin d'un nouvel ordinateur, un MacBook flambant neuf arrivait à la maison dans la semaine. Je me souviens l'avoir vu sur la table de la cuisine, encore dans sa boîte, pendant que Léo faisait la sieste sur le canapé. J'ai demandé à maman pourquoi il en avait besoin, vu qu'il n'était même plus inscrit à l'université. Elle m'a répondu. Il pense à reprendre des cours. C'est bien de l'encourager. Encourager. Ce mot ne m'avait jamais été adressé. Quand j'ai obtenu une bourse complète à l'université Lyon 2, maman n'a pas versé une larme de fierté. Elle a simplement froncé les sourcils. Tu n'as rien trouvé de plus proche ? Léo aura besoin de la voiture. La voiture que je conduisais depuis 1 an pour aller travailler, pendant que lui restait à la maison à expérimenter l'aquarelle et les mangas. Papa s'est mêlé à la conversation une fois, quand je lui ai dit qu'un cabinet parisien m'avait proposé un poste à la sortie de mes études. Ces mots exacts ? C'est super. Mais tu seras quand même là les jeudis ? C'est le jour de rendez-vous de maman, et Léo ne conduit pas sur l'autoroute. C'était comme si chaque réussite que j'obtenais n'existait que dans l'intervalle entre leurs besoins. Pas d'applaudissements. Pas de reconnaissance. Juste, de la logistique. J'étais devenue l'infrastructure invisible de la famille, l'électricité, les canalisations, les fondations. Qu'on ne remarque que lorsqu'elle lâche. Et quand ça allait mal, tous les regards se tournaient vers moi. Non pas pour me blâmer, mais pour que je trouve une solution. Tu es la plus intelligente. Tu trouves toujours une solution. On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi. Au début, je portais ces phrases comme des médailles. La preuve que je comptais. Mais, avec le temps, elles ont commencé à résonner comme autre chose. Des chaînes. Léo, malgré tous ses échecs, n'était jamais traité d'égoïste. Il était sensible, artistique, en quête de soi. Quand il a quitté son job dans une librairie parce que son patron était trop dur, maman lui a caressé les cheveux et dit « Tu as bien fait. Il ne faut pas rester dans un environnement toxique. » Et moi ? Je faisais des semaines de 60 heures, sautais des repas pour respecter mes délais. Personne ne me demandait si mon travail me stressait. Personne ne m'a jamais dit que je faisais bien de rester. Parce que faire ce qu'il fallait, c'était juste ce qu'on attendait de Marion. Je me souviens d'un week-end où je suis rentrée à la maison, épuisée, au bord de la rupture. J'ai dit à maman que j'envisageais d'acheter mon propre appartement. J'économisais depuis plus d'1 an, en serrant chaque sou entre le remboursement de mes prêts et le loyer. Je pensais qu'elle serait heureuse pour moi. Elle a penché la tête et dit « Une femme qui achète un logement toute seule ? C'est pas un peu triste ? Les gens vont penser que tu es invivable. » Ces mots ont glissé en moi comme une lame froide. Je n'en ai plus jamais parlé. À la place, j'ai continué à répondre présente. À payer. À envoyer 200 € ici, 300 € là. D'abord pour un cours de Photoshop pour Léo. Puis pour les réparations de la voiture de papa. Ce n'était jamais une énorme demande. C'était la mort par 1000 coupures. Et le pire ?
Ce n'était même pas présenté comme de l'aide. C'était présenté comme une évidence. Une obligation. Ce que font les bonnes filles. Un automne, j'avais enfin réuni de quoi faire un dépôt pour un petit appartement près du parc de la Tête d'Or. Rien d'extravagant, juste un petit cocon avec de la lumière naturelle. J'avais même choisi la peinture, vert sauge pour la chambre. Paisible. Apaisant. Et puis, le coup de fil. Marion, dit papa, il n'utilisait mon surnom que quand il avait besoin de quelque chose. Le prêt immobilier devient difficile à gérer. Juste pour quelques mois, le temps qu'on se redresse. Je pouvais encore entendre la voix de Claire. Est-ce qu'ils te connaissent en dehors de ce que tu fais pour eux? Mais mon cœur n'a pas écouté. J'ai annulé le dépôt pour l'appartement. Et j'ai envoyé l'argent à mes parents. Quelques mois sont devenus 6. Puis 12. Quand j'ai finalement arrêté, j'avais envoyé plus de 22 000 euros. Aucun merci. Aucun résultat tangible. Juste plus de demandes. Je me souviens d'un moment précis, dans une supérette, une bouteille de lait à la main, mon portefeuille vide. Ma carte a été refusée. Je vivais dans un studio minuscule, mangeais des nouilles instantanées 3 fois par semaine, pendant que Léo utilisait le salon familial comme atelier artistique. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de dissolution. Des limites. De la dignité. De soi. Il existe une forme d'épuisement qui ne marque pas le corps, mais l'âme. C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, debout dans la cuisine de mes parents, un sac de courses dans les mains, les doigts engourdis, le cœur incapable de ressentir quoi que ce soit. Il avait plu toute l'après-midi. Cette petite pluie fine, suspendue dans l'air comme des phrases jamais dites. Je venais de terminer un week-end éreintant au cabinet. J'avais les yeux lourds, le dos tendu, et tout ce que je voulais, c'était une douche brûlante et du silence. Mais au lieu de ça, j'avais roulé près de 40 minutes pour leur livrer du saumon, des légumes frais et des plats surgelés, simplement parce que maman m'avait envoyé un SMS la veille. Le frigo est presque vide. Tu pourrais passer demain? Léo est très stressé, il a besoin de manger frais. C'était toujours ainsi formulé, besoin. Comme si mon rôle n'était pas celui d'une fille, mais d'une fournisseuse officielle. Je suis entrée comme d'habitude, sans frapper. La cuisine sentait encore le café froid et l'air renfermé. J'ai posé les sacs sur le plan de travail et tendu la main vers une barquette de poulet, mais maman était déjà là, attendant. Elle ne m'a pas dit merci. Elle ne m'a pas souri. Ses bras étaient croisés. Son regard dur. Marion, il faut qu'on parle. Je me suis figée, la barquette toujours à la main. De quoi? Sa voix était coupante, presque cassante. Ce que tu nous envoies tous les mois, ce n'est plus suffisant. Ces mots ont explosé dans ma poitrine comme des pavés. J'ai cligné des yeux. Pas au suffisant. Papa est alors entré, se frottant le bas du dos comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait dire quelque chose de sérieux. Tu gagnes bien ta vie, a-t-il dit posément. Tu vis seul. Pendant ce temps, nous, on lutte chaque jour. Tu ne trouves pas ça injuste? Injuste. Ce mot m'a embrassé de l'intérieur. Comme les nuits passées à recalculer mes budgets. Comme les repas sautés pour payer leurs factures de gaz. Comme les souvenirs de chaque virement fait, chaque rêve mis en pause, qui devenait maintenant des cendres dans mon estomac. Puis la voix de Léo est arrivée du salon, nonchalante, désinvolte, comme toujours. C'est pas comme si tu manquais de quelque chose. Tu pourrais partager un peu, non? Je l'ai regardé. Mon frère de 34 ans, affalé sur le canapé comme un petit roi en exil, la manette de jeu reposant sur ses genoux. Le même frère qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis 5 ans. Qui avait toujours une excuse. Qui n'avait jamais envisagé un monde dans lequel il ne serait pas le centre. J'ai parlé doucement, posément. Le partage, Léo, ça va dans les deux sens. Or, toi, tu n'as fait que prendre. Le visage de maman s'est durci. Ça suffit, Marion. Tu es irrespectueuse. Le souffle que j'ai pris était long et mince, comme si je respirais à travers une aiguille. Je suis irrespectueuse parce que je dis la vérité. Il fut un temps où ces mots m'auraient brisé. Mais aujourd'hui, ils m'ont affûté. Si c'était le rôle qu'ils attendaient de moi, celui de la fille ingrate, froide, égoïste, alors soit. J'allais le jouer, mais à ma manière. Et là, les mots de maman ont été chirurgicaux. Si c'est un tel fardeau pour toi, dit-elle, chaque mot trempant dans la déception, alors tu peux partir. Et ne reviens pas. Cela aurait dû me pulvériser. Ça ne l'a pas fait. À la place, j'ai posé le dernier sac de courses. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai rien rangé au frigo. Je n'ai pas rempli le tiroir à pain comme je le faisais d'habitude.
Je les ai simplement regardés, mes parents, unis comme une forteresse. Et j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je murmuré. Doux comme un souffle. Tranchant comme une lame. Si c'est ce que vous ressentez, alors j'ai compris. Parfaitement. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Sauf Léo, qui a marmonné quelque chose, sans doute toujours aussi théâtral, ou un autre commentaire creux. Mais cette fois, ça ne m'a pas atteinte. Je me suis tournée et je suis partie. La porte ne s'est pas claquée derrière moi. La maison ne s'est pas écroulée. Le monde n'a pas vacillé. Mais un chapitre entier de ma vie s'est refermé. Je suis sortie sous la pluie, elle s'infiltrait dans mon manteau, dans mes chaussures. Mais je m'en fichais. Car pour la première fois depuis plus de 10 ans, je ne partais pas par devoir. Je ne fuyais pas par épuisement. Je partais parce que j'avais choisi. Parce que j'en avais terminé. Ce soir-là, je n'ai pas roulé directement chez moi. Je me suis arrêtée à une station-service un peu décrépite, à la sortie de la ville. Des néons bourdonnaient au-dessus de la caisse où un jeune vendeur somnolait. Je suis restée un moment, accoudée au volant, téléphone en main, regardant défiler les noms. Maman. Papa. Léo. Et un par un, j'ai cliqué sur « Bloquer le contact ». Pas de drame. Pas de mise en scène. Juste, la libération. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la paix. Cette nuit-là, j'ai appelé Claire. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Ça va » a-t-elle demandé aussitôt, sa voix comme une bouée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais la gorge serrée. Mais finalement, j'ai chuchoté. Je suis partie. Elle a retenu son souffle. Puis elle a dit « Bien. Je suis fière de toi. » Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru quelqu'un. Il y a une forme étrange de calme après la tempête. Pas celui de la sécurité retrouvée, mais le silence lourd de l'après. C'est ce que j'ai ressenti dans les jours qui ont suivi mon départ. Je ne célébrais pas. Je ne pleurais pas. J'étais juste, immobile. Mon petit appartement, baigné de lumière chaque matin, commençait à ressembler à un vrai chez moi. Je dormais mieux. Le soir, j'allumais des bougies, je buvais ma tisane à la menthe dans une vraie tasse, pas un mug de voyage, et je lisais des romans que j'avais toujours voulu finir. Je n'étais plus à bout de souffle, courant d'une urgence familiale à l'autre. Mon compte en banque était modeste, mais il m'appartenait. Mes repas étaient simples, tartines, œufs, un peu de soupe maison, mais personne ne me jugeait. Ici, personne à décevoir. Personne pour me culpabiliser. Mais même dans ce calme, les ombres revenaient ramper par les interstices. 3 mois après avoir coupé les ponts, tout a recommencé. D'abord, un SMS de maman. Marion. Ton père a reçu une lettre de la banque. Rappelle-nous, c'est urgent. Je l'ai regardé pendant 5 bonnes minutes. Puis j'ai retourné le téléphone sur la table. Je savais. Ce n'était jamais la santé. Jamais un accident. C'était toujours une histoire d'argent, déguisée. Quelques jours plus tard, un message de papa. Il faut qu'on parle. La situation de la maison ne peut plus attendre. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, les appels ont commencé. D'abord calme. Puis suppliant. Puis, comme toujours, accusateur. Tu vas vraiment abandonner tes parents? Tout le monde a du mal en ce moment. Tu laisses ta famille sombrer pour une histoire d'ego. Le dernier, c'était Léo. Ça piquait. Non pas parce que c'était méchant, mais parce que c'était prévisible. Le lendemain, j'ai fait changer mon numéro professionnel. Mais le coup de massue est venu un soir, sous forme de message vocal, laissé par papa après 22 heures. J'étais en train de fermer mon bureau après une longue journée. L'écran a clignoté. Marion. Pourquoi tu n'as pas payé l'échéance du mois? La banque nous presse maintenant. J'ai senti un frisson glacial me traverser. Je suis restée figée, incapable de bouger. Je n'avais rien payé depuis 3 mois. Je l'avais décidé. Clairement. Fermement. Et pourtant, il parlait comme si c'était encore ma responsabilité. Comme si c'était ma maison, mon crédit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit moulinait. Une angoisse sourde grandissait dans mon ventre. Quelque chose clochait. Avant, ma lucidité avait souvent été étouffée par la culpabilité. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai écouté mon instinct. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé une tasse de thé, et j'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis connectée à l'ancien compte bancaire que j'avais utilisé pour envoyer les virements mensuels au nom de mon père. Je n'avais jamais pensé à vérifier avant, je leur faisais confiance. Je croyais, naïvement,
que l'amour allait de pair avec la transparence. L'historique des transactions s'est chargé lentement. Chaque virement envoyé, documenté jusqu'au dernier centime, était bien là. Mais il manquait quelque chose. La dernière échéance du prêt immobilier enregistré? 8 mois plus tôt. J'ai cligné des yeux. Impossible. J'ai revérifié. Les 3 000 € envoyés pendant les 3 derniers mois y figuraient. Mais aucun d'eux n'avait été utilisé pour payer le crédit de la maison. Le compte était signalé. Le solde en retard. Statut, risque de saisie. C'était comme si la trahison s'était matérialisée face à moi, assise dans la pièce, me regardant droit dans les yeux pendant que je tenais encore le couteau qu'elle avait planté dans mon dos. Je n'ai pas appelé tout de suite. Je ne pouvais pas. Il me fallait des preuves. Pas seulement une intuition, mais des faits. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque directement. J'ai expliqué calmement, comme si je gérais le dossier d'une autre. J'ai dit que j'avais co-géré ce compte auparavant et que j'étais inquiète pour son statut. Après quelques minutes de vérification, la conseillère a dit « Je suis désolée, madame, mais ce prêt n'a pas été réglé en totalité depuis janvier. Il est en contentieux. » Je l'ai remerciée, puis j'ai raccroché. Je suis restée là, dans le silence total. Pas confuse. Pas triste. Lucide. L'argent que j'avais envoyé, l'aide qu'ils avaient réclamée, les sacrifices que j'avais faits, n'étaient jamais allés dans la maison. Je me suis souvenue d'un moment étrange, quelques mois plus tôt. J'avais demandé à maman, doucement, un justificatif d'impaiement, pour mes dossiers. Elle avait balayé la question. « C'est fait, ma chérie. T'inquiète pas pour ça. C'est à ça que servent les parents. » Et je l'avais cru. Parce que je voulais y croire. Et maintenant, assise dans mon studio qui sentait la tisane au jasmin et la détermination, j'ai réalisé que je ne leur avais pas seulement donné de l'argent. Je leur avais donné ma confiance aveugle. Et ils l'avaient dépensé comme de la monnaie perdue au fond d'un tiroir. Je ne savais pas où cet argent était passé. Peut-être dans un projet artistique bidon de Léo. Peut-être pour rembourser une autre dette. Peut-être pour rien. Mais une chose était sûre, ils n'étaient pas allés sur le toit au-dessus de leur tête. Et surtout, ils me l'avaient caché. Le téléphone me brûlait presque la paume. Le nom de papa s'affichait à l'écran, clignotant comme une lumière d'alerte. Je l'ai fixé un long moment avant d'appuyer sur décrocher. Marion, a-t-il commencé, sa voix basse et fragile. Alors comme ça, tu sais pour la banque. Voilà. Pas d'excuses. Juste l'aveu qu'il s'était fait prendre. Je ne viens pas de le découvrir, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Je l'ai confirmé. Le prêt est en impayé depuis 8 mois. J'ai envoyé de l'argent. Alors où est-il passé? Un silence. Puis un soupir. Fatigue. Lord. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Parce que les 3 000 € envoyés ces derniers mois n'ont pas été utilisés pour la maison. Pas un centime. J'ai entendu du bruit à l'arrière. Puis la voix de maman, tranchante comme du verre. Tu n'as pas le droit de parler à ton père comme ça. Tu n'as aucune idée de ce qu'on vit. Toujours la même méthode. L'indignation. Jamais les explications. Je me suis frotté le front. Vous êtes parti? Ai-je demandé, la voix plate. Ou vous avez juste cessé de payer, tout en continuant à me demander plus. Tu ne nous parles pas comme ça, a-t-elle crié. On a tout fait pour s'en sortir. Léo a encore perdu son travail. Ton père souffre du dos. La maison tombe en ruine. Et toi? Elle s'est arrêtée. Un instant. Et toi, tu nous tournes le dos. J'ai fermé les yeux. Je vous ai tourné le dos après que vous m'ayez vidé jusqu'au dernier centime. Et qu'en plus, vous m'ayez dit que ce n'était pas suffisant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Comme si même l'air avait cessé de bouger. Puis, la voix de Léo s'est incrustée dans la ligne, sèche, agacée. Tu dramatises tout. Ils ont juste besoin de temps. Tu te comportes comme si le monde entier te devait quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire vide. Usé. Le monde non, ai-je répondu. Mais cette maison, ce que j'ai sacrifié, cette famille, oui. Elle me devait au moins un peu de vérité. Tu es égoïste, a-t-il craché. Je suis restée figée. Puis j'ai murmuré. Égoïste. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant? Avant que je m'affirme. Avant que je comprenne que j'étais utilisée. Papa a repris la ligne. Sa voix était plus douce maintenant. Usée. On a déconné. D'accord? Mais tu es tout ce qu'on a, Rhys. On va te rembourser. Je te le promets. J'ai laissé flotter cette phrase.
Comme un vieux ballon percé. Vraiment? Tu sais combien je vous ai envoyé, papa? Tu tiens un registre, toi aussi? Silence. Moi je l'ai. Chaque virement. Chaque achat annulé. Chaque rêve mis de côté. Et tout ça, sans jamais me plaindre. Un temps. Et maintenant vous me dites que si je ne vous aide plus, vous allez tout perdre? Alors perdez tout. Ne dis pas ça, a soufflé maman. Je viens de le dire. La voix de papa tremblait. Tu ne peux pas être sérieuse. Astérisque astérisque, tu veux dire que je ne peux pas partir après avoir été poussée jusqu'à la rupture. Le ton de leur voix a changé. Plus suppliant. Plus pressé. Plus confus aussi. Mais je n'écoutais plus vraiment. Je n'étais plus dans cette conversation. Je la regardais de l'extérieur. Comme si les rôles avaient changé. C'était eux qui demandaient. Et moi, qui disais non. Une image m'est revenue alors. J'avais 22 ans, encore chez mes parents. Je leur avais écrit une lettre, pas une lettre dramatique. Juste un mot manuscrit, discret, que j'avais glissé dans un tiroir de la cuisine. Je venais de décrocher mon premier stage. Je voulais les remercier. J'y avais écrit. J'espère qu'un jour, je pourrai vous rendre tout ce que vous avez fait pour moi. Ils ne l'ont jamais mentionné. 2 ans plus tard, en cherchant une agrafeuse, je l'ai retrouvée. Toujours pliée. Jamais ouverte. À l'époque, je m'étais dit qu'ils ne l'avaient pas vue. Aujourd'hui, je sais. Ils ne voulaient pas la lire. De retour au téléphone, leur voix devenait floue. Toujours là, mais plus lointaine. Tu es injuste, a dit maman. Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Astérisque astérisque, ce n'est pas une famille, ai-je dit, les mots sortant comme un souffle. Du moins, pas une qui aime sans faire de compte. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. J'arrête de vous aider. Pas parce que je suis cruelle. Parce que j'ai déjà trop donné. Et j'ai besoin de savoir si vous pouvez vivre sans moi. Puis j'ai raccroché. Pas dans la colère. Dans la paix. Pendant 3 jours, j'ai éteint mon téléphone. Pas de message. Pas d'urgence. Pas de culpabilité. J'ai fait du café le matin. Je regardais la ville s'éveiller depuis mon petit balcon. La lumière entrait comme un pardon silencieux. Je marchais dans le parc sans écouteurs, sans appel à prendre. Je ne me sentais pas forte. Pas victorieuse. Je me sentais alegre. Et c'était suffisant. J'aimerais pouvoir dire qu'après avoir raccroché, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Que j'ai fermé la porte sur mon passé, essuyé la poussière et marché vers l'avenir, libre. Mais la culpabilité ne fonctionne pas ainsi. Elle ne hurle pas. Elle chuchote. La nuit. Dans le calme. Quand vos défenses s'effondrent et que votre cœur commence à regretter l'intolérable. La première semaine après cet appel, je me sentais libérée. Légère. Comme si j'avais enfin posé un sac à dos rempli de briques que je portais sans le savoir. Mais à partir de la 2e, les questions sont revenues, insidieuses. Et s'ils perdent vraiment la maison? Et si maman tombe malade? Et si papa fait un malaise et que Léo est incapable de gérer? Et pire encore. Et si j'avais eu tort? Je n'en ai parlé à personne. Pas même à Claire. Trop compliqué. Trop honteux. Comme si avouer cette culpabilité revenait à reconnaître que peut-être, je n'avais pas pris la bonne décision. Alors je l'ai gardée en moi. Jusqu'au soir où j'ai craqué. C'était un jeudi. Je suis rentrée tard après avoir bouclé une proposition budgétaire exigeante. Les rues étaient brillantes de pluie. J'ai réchauffé une soupe, me suis blottie sur le canapé, et, par réflexe stupide, j'ai ouvert ma boîte vocale ancienne. Il y avait 3 nouveaux messages. De papa. Si tu ne nous aides pas, on n'a plus d'option. De maman. Tu vas le regretter. Cette maison représente tout pour moi. Et Léo, la voix sèche, lasse. Tu laisses la famille s'écrouler par fierté. Je les ai écoutés 2 fois. Ma soupe avait refroidi sur mes genoux. Et pendant un instant, j'ai réellement pensé. Suis-je une mauvaise fille? Cette nuit-là, j'ai rêvé de Madame Bernard, notre ancienne voisine quand j'étais enfant. Une dame dans la 60aine, cheveux blancs noués en chignon, qui vivait seule dans une maisonnette blanche avec des rideaux en dentelle et un jardin de soucis. Elle me servait du sirop de citron l'été et m'appelait ma petite douce. Un jour, après avoir entendu papa crier à travers la fenêtre ouverte, elle m'a fait asseoir et m'a dit une phrase que je n'ai comprise que des années plus tard. L'amour, ce n'est pas donner jusqu'à disparaître. Ce n'est pas de la générosité. C'est de la capitulation. Je me suis réveillée à 4h13, le cœur battant, sa voix résonnant dans mon crâne. Elle l'avait vu. Même à 10 ans,
j'étais déjà la petite soldate silencieuse. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes messages. Et je les ai supprimés. Tous. Sans colère. Mais avec tendresse pour moi-même. Parce que les écouter ne m'aidait plus. Ni eux. Ni moi. J'ai créé une nouvelle playlist. J'ai préparé un vrai petit déjeuner. Je suis sortie marcher sous les arbres du parc de la Tête d'Or, cheveux en bataille, sans me soucier de mon apparence. Et ce jour-là, j'ai fait quelque chose de simple, mais radical. J'ai vécu. Pour moi. Parfois, la guérison ne se manifeste pas par de grands gestes. Pas de feu d'artifice. Pas de déclic spectaculaire. Juste un souffle profond, dans un endroit qui vous ressemble enfin. 6 mois ont passé. Le téléphone est resté silencieux. Et pour la première fois, je n'ai pas eu peur de ce silence. Je l'ai accueilli. Mon appartement, mon petit refuge au 3e étage, était devenu le reflet de moi-même. J'ai repeint les murs en vert olive doux. J'ai trouvé une étagère d'occasion et les remplis de romans, de poésie, et de quelques guides de stratégie financière que je relisais pour le plaisir. J'ai déniché un tapis d'occasion, aux teintes bleu profond et ocre, qui me rappelait un monnet vu lors d'un voyage scolaire. Chaque objet, chaque décision, chaque recoin devenait une couture dans un tissu qui m'appartenait enfin. Et puis, il y a eu Olivier. Le nouveau voisin d'en face. Trentaine discrète, un peu maladroit, toujours trop de sacs de course dans les bras. Un matin, on a attendu le courrier ensemble. On s'est plaint des néons couloirs qui clignotent comme dans un film d'horreur. C'est devenu un café partagé. Puis des balades hebdomadaires au parc. Puis des silences non pas pesants, mais reposants. Olivier portait ses propres fantômes. Un frère disparu après le décès de leurs parents. Une enfance plus champ de bataille que cocon. Mais contrairement à tout ce que j'avais connu, il ne demandait rien. Il était là. Avec sa gentillesse. Avec ses rires. Avec des questions qui ne tournaient pas autour de ce que je pouvais faire pour lui, mais de qui j'étais vraiment. Un après-midi, je lui ai raconté toute l'histoire. Du début à la fin. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas jugé. Quand j'ai fini, il m'a simplement dit. Tu sais, je suis fier de toi. C'est une forme de courage rare. Personne ne m'avait jamais dit ça. Pas comme ça. Je ressens encore parfois une vague de culpabilité. Quand je passe devant une maison délabrée, je me demande si la leur est pareille maintenant. Il m'arrive de me réveiller et d'imaginer l'appel, une maladie, une saisie, une faim. Mais je ne décroche plus par obligation. Je laisse le silence répondre à ma place. Parce que là où leur voix occupait autrefois chaque recoin de ma vie, j'ai planté autre chose. Des limites. De la paix. Et cette petite graine fragile, mais précieuse qu'on appelle l'estime de soi. Celle qui ne pousse pas quand on vous vide. Celle qui ne fleurit que quand on cesse de s'excuser d'avoir choisi de vivre pour soi.